Et à son arrivée à l'Arsenal, le général est l'objet de manifestations de très vives sympathies, et je crois que l'image ici parle d'elle-même sans qu'il soit besoin d'y ajouter beaucoup de paroles. Il faut se rendre compte que les relations au départ des journalistes avec la tutelle politique, c'était un peu du genre proviseur à l'ancienne avec écolier en blouse. Hein. On trouvait ça à la fois normal et exaspérant. Je dis normal parce que la télévision, dans la thèse gouvernementale, c'était la voix de la France. Et là, j'ai vu la censure à l'œuvre, quoi. Brutale, sans explication. Voilà, c'est comme ça passera pas. Quand on est à la télévision française, on exécute les ordres ou on s'en va. « 1949, Pierre Sabag lance le premier journal télévisé. Il n'a pas d'argent, pas de moyens techniques, mais il s'entoure d'une bande de saltimbanques inventifs, futurs grands noms de la télévision. Ils viennent de la radio, du cinéma ou de la presse écrite. Parmi eux, Pierre Tchernia, Georges Decaune, Maurice Sévenot ou encore Pierre Dumayet. Sabag avait eu du mal à trouver des gens pour la... Il se baladait un peu dans les couloirs en disant « engagez-vous dans la télévision », comme on disait sur les murs « engagez-vous dans la marine ». Il y avait 500 téléspectateurs à l'époque, c'était des bricoleurs de banlieue qui avaient fait eux-mêmes leur poste de télévision et qu'on connaissait presque par leur nom. Ils nous appelaient après le journal le soir en disant « oh, c'était moche ce soir, il n'y avait rien et tout, oh là là, donnez-vous du mal et tout ». Pendant ce temps-là, nous, ça nous faisait plutôt rire, quoi. Les premiers journaux n'ont pas été enregistrés au moment de leur diffusion, mais les pionniers se souviennent surtout d'une période amusante et expérimentale. Ainsi, Pierre Sabag rêvait de filmer Paris vue du ciel. Il s'élève au-dessus des Invalides à bord d'une montgolfière. Mais le vol finit en chute et le 29 juin, le JT évoque son premier fait divers. Sans argent, il faut se débrouiller pour remplir le journal. Pendant longtemps, la télévision reprend les actualités projetées au cinéma ou achète des reportages aux agences étrangères. Oui, nous avons encore quelques images à vous montrer. Et vous avez deviné, c'est Pierre Dumayet qui va les commenter. Il a trouvé, je crois, une nouvelle danse. Oui, une danse très ancienne, mais qui ne demande qu'à être pratiquée, voyez plutôt. C'est la danse des tripettes. Moi, j'étais dans une situation un peu particulière, parce que Sabag m'avait demandé de faire des commentaires, non pas de ce qui était tourné par la maison, mais ce qui était tourné par les agences de presse filmées. Et la plupart du temps, on ne savait pas ce que c'était. C'était des choses, des défilés de mode, je ne sais quoi, des trucs comme ça. Il fallait bien raconter quelque chose dessus. Voici une autre histoire que j'aurais bien du mal à vous expliquer s'il n'y avait pas ces images. Alors, ça obligeait au romanesque un peu. Regardez bien, vous ne voyez pas l'ombre de ces gens. Et c'est normal que vous ne voyez pas leur ombre, puisque c'est précisément contre leur ombre qu'ils boxent tous les matins dans le parc le plus vert de Pékin. Mais c'était amusant parce qu'on savait qu'il y avait 1200 personnes enfin, c'est pas une de plus. Enfin, donc il fallait pas en perdre un quand même, parce que ça aurait été grave, il n'y en avait pas beaucoup, quoi. Le journal télévisé n'est pas encore la grand-messe qui informera sur l'état de la France et du monde. Et comme on y parle peu de politique, le gouvernement reste indifférent. Lorsque le premier projet, donc quelques feuilles rédigées par Pierre Sabag, circule, il est envoyé, comme il est raisonnable, au ministre de l'Information, qui est le véritable patron de la RTF de l'époque. Et il y a un projet qui revient avec dans la marge la notation « Laissez les enfants jouer dans la cour et qu'ils nous fichent la paix ». Donc c'est des marionnettes, c'est pour s'amuser, c'est pas sérieux. Bon, ils vont changer d'avis. Ils changeront d'avis en décembre 1953, avec l'élection de René Coty. Nous sommes sous la 4e République, le président est désigné par les députés et les sénateurs. Chaque parti a son candidat, les négociations s'engagent pour trouver une majorité. Et pour la première fois, la télévision retransmet les débats en direct. Ont obtenu, messieurs René Coty, 477 suffrages.
Et là, on voit le processus de tractation entre les partis pour négocier, au fond, parce qu'il y a 13 tours. Et qu'est-ce qui se passe entre chaque tour? Il y a des parlementaires qui discutent entre eux et qui discutent des fois devant les caméras directes qui sont là dans la salle lorsqu'ils sortent, qui discutent ou alors ils expliquent leur tractation directement à la caméra en disant non, il y a tel parti qui pose telle chose, c'est un scandale, on veut telle autre chose. Et c'est un côté marché au bœuf, c'est pas très reluisant pour le processus démocratique. Nous sommes en 1956. Le conflit algérien a commencé. Guy Mollet, président du Conseil, a retenu la leçon. Il met en place une censure de guerre qui n'épargne pas la télévision. Mais il veut aussi promouvoir sa politique, être aimé des Français. Il accepte de recevoir Pierre Sabag à Matignon pour une série d'entretiens. Monsieur, vous désirez? Monsieur, je suis un peu essoufflé parce que je crains d'être en retard. Je désirais voir le président du Conseil. Vous avez rendez-vous, monsieur? Oui, bien entendu, monsieur. Veuillez passer au salon. Merci. C'est complètement mis en scène. On voit Matignon, on voit le président du Conseil qui parle non pas de l'Algérie, mais je crois du jardin, du menu, de la cantine, des chiens, etc. Bon, l'aspect là, d'un côté question à domicile, mais vraiment très dépolitisé, très aseptisé. Mais bon, du coup, ça familiarise Guy Mollet avec l'instrument. Après quelques commentaires sur son mobilier, Guy Mollet nous fait partager son penchant pour Voltaire et Micromégas. Alors écoutez, cette phrase, elle pourrait être une leçon pour beaucoup d'hommes politiques. Je ne veux point qu'on me plaise, répondit le voyageur. Je veux qu'on m'instruise. Eh bien, je vous assure qu'à la place où je suis, j'ai beaucoup plus besoin d'être instruit que de voir des conseillers tenter de me plaire. C'est vraiment très humble de votre part. Non, non. Ah oui, vous me permettez. Pour clore l'entretien, Guy Mollet a trouvé un subterfuge. Écoutez. Allô? Allô, oui. Tut, il n'y a personne au bout du fil. Oui. Bon, vous permettez... voulez-vous me rappeler d'ici un quart d'heure? Oui, environ. Merci. La première vraie star politique de la télévision, c'est le général de Gaulle. Le président Coty lui donne les pleins pouvoirs en 1958 pour résoudre la crise algérienne. Les gens qui achètent des postes de télé dans ces années-là se souviennent, on regardait De Gaulle à la télé. En plus, il faut comprendre que c'est un De Gaulle de légende, c'est le personnage de la résistance, c'est une légende historique déjà qui arrive à la télévision. C'est pas n'importe qui. C'est un changement de régime, 58, avec une crainte de coup d'État. Au début, c'est un De Gaulle dictateur pour certains. C'est un personnage qui a toutes les raisons de fasciner. Est-ce que vous garantiriez les libertés publiques fondamentales? Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales? Je les ai rétablies. Et y ai-je une seconde attenté? Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Si De Gaulle excelle lors des conférences de presse, l'homme du 18 juin 1940, l'homme de radio, a du mal à apprivoiser la télévision. Son premier discours face à la caméra est une catastrophe. La guerre civile allait commencer. Aux yeux du monde, la France paraissait sur le point de se dissoudre. C'est alors... Un homme décide de venir au secours du général. Marcel Blostein-Blanchet, le patron de Publicis, est un proche de De Gaulle. Il est accablé par cette prestation. Marcel Blostein-Blanchet dit « il faut absolument que je voie le général ». Mais vraiment, il a réagi à la fin du discours. Le général lui a accordé un rendez-vous pratiquement immédiat aussi parce qu'il le connaissait. Et il lui a dit « vous avez été mauvais », il a même ajouté, je prends ses propres termes, « on vous a massacré ». Alors pourquoi, dit le général, personne n'osait lui parler comme ça. Et Marcel Blostein-Blanchet lui a dit « vous ne parlez pas à une foule, vous entrez dans les salons des gens, vous ne prenez pas vos lunettes pour lire ce que vous avez à dire ». Française, Français. À partir de ce jour-là, il n'y a plus eu une allocution du général de Gaulle avec lunettes, et il a toujours appris cette texte. Et voilà où nous allons. Le général est bon élève. En quelques semaines, il va maîtriser la télévision au point d'en faire son principal outil de communication. Nous y allons tous ensemble. Car l'enjeu, c'est le destin de la France.
Attention, trêve de fin. Combien de minutes? À son retour au pouvoir, De Gaulle est convaincu que la presse écrite lui est hostile. La télévision, elle, lui appartient. Durant ce temps, le général de Gaulle présidait... Le journal va devenir le porte-voix du général. Sous le soleil le plus ardent, Toulon attend, Toulon espère. Le général de Gaulle va faire son entrée dans Toulon. Le cortège est précédé et encadré, bien entendu, par des motocyclistes d'apparat. Le sujet sensible par excellence, à partir du moment où De Gaulle revient au pouvoir, c'est De Gaulle. Donc, c'est le sentiment très vite qui s'installe qu'on ne peut pas toucher au chef de l'État. Ça frappe beaucoup les correspondants étrangers, ça va être récurrent. Ils voient le journal télévisé, les Américains, les Anglais, et ils tombent de leur chaise chaque fois. Ils disent, au moment notamment des élections 1958, selon le Herald Tribune, ce bulletin d'information n'était pas loin de diviniser le général. Nous dédions ces images de liesse, ces images de sincérité populaire à ceux qui jusqu'ici ont des yeux mais refusent de voir, à ceux qui ont des oreilles mais refusent d'entendre. Si De Gaulle allait inaugurer les chrysanthèmes ou une foire aux bestiaux en Auvergne, il y avait une ouverture du journal de 15 minutes avec De Gaulle allant inaugurer une foire commerciale, etc., en province, avec un discours, etc. Et seulement après, on commençait à faire un peu d'information. Vive la cristallerie et verrerie de Bayel, vive la République, vive la France. Les partis politiques n'existaient plus, en dehors de celui qui soutenait naturellement le président de la République. Et toute allusion à une activité annexe de tel ou tel autre parti était plutôt mal perçue. Et ça, il y avait une retombée tout de suite, le lendemain matin ou le soir même. Quel type de retombée? C'est une engueulade au téléphone. La tutelle du gouvernement sur le journal télévisé est officielle. Le ministre de l'Information nomme les dirigeants de la télévision. Il choisit les patrons de la rédaction. Une mainmise que certains téléspectateurs vont désapprouver. Lors d'un débat, Raymond Jeannot, directeur général de la RTF, est vivement pris à partie. La RTF doit-elle être au service de la nation ou au contraire au service d'un gouvernement quel qu'il soit? Actuellement, on a le sentiment qu'il s'agit d'un service de propagande, d'une propagande orientée très nettement. Vous ne pouvez tout de même pas me dire, vous ne tiendrez jamais aucun compte du pouvoir. Car enfin, ce pouvoir, il n'est pas tombé du ciel. Ce pouvoir, c'est la nation qui l'a fait. Il est légitime et chaque fois qu'il s'adresse à elle, la nation, jusqu'à ce jour, lui donne raison. Je me demande comment, et je vous pose la question, comment des journalistes peuvent-ils se faire le porte-parole d'un gouvernement, au mépris parfois d'une information objective. Si un journaliste estime que l'orientation que je donne au journal n'est pas celle qui convient, il a, comme dans tout organe de presse, la possibilité de faire jouer la clause de conscience et de s'en aller. C'est ainsi qu'un jour, le directeur général de la RTF m'a convoqué un matin de bonne heure dans son bureau et m'a dit, Monsieur Pasteur, quand on est à la télévision française, on exécute les ordres ou on s'en va. Alger, 14h hier mardi. En Algérie, la censure de guerre instaurée par Guy Mollet est toujours en place. Le général de Gaulle est fidèle aux traditions de la Grande Muette. L'information est cadenassée. Sur place, l'armée s'assure que les caméras n'aient rien à filmer. À la fin de mon service de 37 mois, je me suis retrouvé chef adjoint du service de presse militaire. J'étais lieutenant et j'emmenais les journalistes dans les endroits autorisés. Je leur facilitais la tâche et le contact avec les militaires, mais il n'y avait pas beaucoup d'endroits autorisés et bien peu de sujets de réelle actualité. Le communiqué qui avait lieu vers 6 heures du soir des activités militaires se résumait à 12 lignes sans aucune information. Où êtes-vous exactement à Alger-Paja? Eh bien, Claude Darger, je me trouve dans le studio... Au journal télévisé, faute d'image, on multiplie les duplex par téléphone. Et le général Schall avait annoncé hier soir l'arrivée de renforts de l'intérieur. On en signalait ce matin, on signalait près de 20 000 hommes qui arrivaient sur Alger. Je vous remercie, mon cher confrère. Toutes ces dernières nouvelles, d'ailleurs, nous les avions déjà données. Merci beaucoup.
Je me souviens qu'un soir, je présentais le journal, le directeur est arrivé et m'a dit c'était le soir où la garnison française de Bizerte avait été attaquée par l'armée tunisienne. Ça avait été une sale affaire. Alors il me dit, Monsieur Pasteur, n'oubliez pas, avant d'être objectif ce soir, il s'agit d'être français. On voit un journal télévisé qui accompagne la politique du gouvernement. Donc lorsqu'un ministre parle de l'Algérie, il faut en rendre compte, sans mettre en doute, sans questionner, sans faire de commentaires ironiques. On s'en tenait à l'essentiel du décorum. Il y avait, de temps à autre, des reportages sur les unités en opération. Et naturellement, quand les ministres allaient à Alger, un certain nombre de cérémonies triées sur le volet, pas n'importe quoi. Si les reporters du journal télévisé sont étroitement surveillés, ceux des magazines d'information essayent d'aller plus loin. L'émission 5 colonnes à la une, lancée par le gaulliste Pierre Lazareff, commence en 1959 avec un scoop. Les Français, promet-on, vont enfin voir la guerre d'Algérie. C'est en effet sur ces images prises pour la première fois parmi les hommes d'une compagnie opérationnelle à l'Algérie que nous avons tenu à ouvrir ce premier numéro de 5 colonnes à la une. L'Algérie, où vivent et se battent des milliers et des milliers de jeunes gens de France. 5 colonnes à la une, c'est un peu une légende dans l'histoire de la télévision. On dit c'est le magazine qui a rompu le silence par rapport au JT, qui politiquement avait une liberté. C'est une liberté relative. La première limite, c'est qu'il y a une mise en scène grand public, qui met l'accent sur l'émotion, sur le personnage. Par exemple, le sujet sur la guerre d'Algérie, le premier sujet sur la guerre d'Algérie de 59, le sergent Robert dégroupe dans son lancement, dit c'est un cadeau de 5 colonnes aux familles de France. Regardez bien, Madame Robert. Vous n'êtes pas le sergent Robert? Ah, c'est moi le sergent Robert, 3e compagnie tirailleurs algériens. Ah ben ça tombe bien, justement, voulez-vous voir. En ce moment, votre père, votre mère, vos frères, vos sœurs sont en train de vous regarder. Alors si vous avez quelque chose à leur dire, profitez-en. Eh ben, je peux leur dire que je les embrasse bien fort et au plaisir de les revoir bientôt parce que naturellement je suis de la classe. Voilà Robert ouvert. La journée du sergent est commentée par le journaliste Pierre Desgroupes et un officier de l'armée française. Le matin, le sergent Robert boit le thé avec le chef du village. Vous ne vous rendez peut-être pas bien compte, mais une scène comme celle-ci était absolument impensable il y a 2 ans. Une vision vraiment extraordinaire. Au fond, toujours le Djebel. Là, Robert joue au football. L'après-midi, Robert et son unité se battent contre un ennemi invisible. Ici, la guerre, ce sont des soldats qui marchent, tirent, gagnent du terrain, sans verser une goutte de sang. N'oublions pas que ces images ont été prises en Algérie il y a moins de 48 heures par nos envoyés spéciaux. Pierre Lazareff dira après, enfin on a montré ce qui se passe, car on se bat là-bas. Et on se bat là-bas, c'était révolutionnaire de montrer qu'on se bat là-bas. Comment on se battait, l'usage de la torture, les aspects les plus sombres de la guerre, il y en avait beaucoup, ça on n'en voyait rien. Le fait même de dire qu'on se battait, c'était révolutionnaire, en 1959. Donc il faut voir le niveau de censure ou d'autocensure qu'il y avait. Pendant tout le conflit, 5 colonnes essaiera de contourner la censure, négociant chaque séquence avec les ministres et militaires qui visionnaient le reportage avant leur diffusion. Il y avait une petite salle en bas, une petite salle de projection où il y avait à peu près 30 places. Et à chaque fois, il y avait un carton de ministres ou de sous-ministres. Bon, on discutait avec eux, mais on enlevait des trucs de temps en temps. On n'a jamais passé un sujet dénaturé par la censure, si vous voulez. Notre seule force, c'était de dire, écoutez, si vous voulez qu'on passe pas l'émission, d'accord, on passera pas l'émission ce soir, puis c'est tout. Bon, donc, ils avaient quand même ils étaient un peu embêtés, quoi. Quelle que soit notre opinion religieuse. Mais en ces temps de guerre, il n'y a pas que la censure officielle. En 1963, Pierre Desgroupes reconnaîtra que l'équipe a choisi de ne pas montrer certaines images trop sensibles. Certaines des images que vous avez vues ce soir ne sont jamais passées à 5 colonnes, peut-être quelques-uns d'entre vous l'auront remarqué. Dans la conjoncture qui était la conjoncture passionnelle, il faut bien le dire, de l'époque, ces images nous semblaient avoir une telle force de choc, une telle force d'impact, que de nous-mêmes, quelquefois, nous avons renoncé à en diffuser certaines. Parmi ces images, celle de la fusillade de la rue d'Isly. En 1962, des partisans de l'Algérie française manifestent contre les accords d'Évian. L'armée française ouvre le feu sur les pieds noirs. Des voix supplient les soldats d'arrêter de tirer. Mon lieutenant, criez, je vous en supplie. Mais la fusillade continue. Le bilan officiel est de 56 morts. La censure de guerre s'exerce aussi en plein Paris. Le 17 octobre 1961,
la police va tuer des dizaines d'Algériens sans que la télévision en parle. Ce soir-là, les Algériens de la capitale manifestent contre le couvre-feu qui leur est imposé. Très vite, sous les ordres du préfet de police Maurice Papon, la police intervient. C'est un massacre, commis sans une seule caméra pour le filmer. Seuls quelques photographes, se cachant de la police, ont pu travailler. Là, j'ai vu l'horreur, là, c'était absolument abominable. Je voyais des gens par terre, je voyais les flics qui tapaient dessus, et on a entendu des coups de feu. Et j'ai même vu un policier tirer avec un pistolet, tirer dans la foule. Et j'ai vu les gens s'écrouler. J'ai vu aussi des policiers attraper les gens qui étaient par terre, les attraper par le col, comme ça, et les traîner par terre, en laissant des traînées de sang, et les entasser les uns sur les autres. Alors, on n'avait même pas besoin de se poser la question, parce qu'on n'entasse pas des blessés. Le bilan officiel est de 2 morts. En réalité, il y aura plusieurs centaines de victimes. Le lendemain, le journal télévisé évoquera les événements. Les images ont été tournées par une agence anglaise. L'équipe n'a pas enregistré de son. La télévision, le 18 octobre, a très brièvement évoqué ces manifestations. On n'a vu aucune image de ces violences policières. Il y avait un long plan sur une vitrine cassée dont on disait qu'elle avait été brisée par des manifestants. Donc on suggérait une violence des manifestants. Voilà. Et puis alors, dans les jours suivants, la télévision d'État a parlé brièvement donc du retour d'un certain nombre d'Algériens dans leur douar d'origine. Alors, on voit des scènes à l'aéroport d'Orly où des Algériens, on peut voir que certains portent des pansements, vont monter dans un avion. La rédaction en chef n'a pas envoyé d'équipe sur place, alors que les événements se déroulaient tout près et que des journalistes de presse écrite, eux, étaient là et ont témoigné. Comment expliquer ce silence? Nous, on n'en a rien su, me semble-t-il, et naturellement, on n'a rien fait. On n'a pas envoyé une équipe parce qu'on ne savait pas. Alors, ce n'est pas une excuse que je cherche, je me souviens très bien de la chose. Et le lendemain? Le lendemain, oui, mais pour faire quoi? Pour tourner quoi? Les blessés, les lieux de l'affrontement, les victimes à la morgue ou ailleurs, je ne sais pas. C'était pas facile, vous savez, parce que la préfecture de police bouclait tout ça avec efficacité. La censure n'explique pas tout. Par manque de moyens, la télévision demande à des journalistes de radio de commenter les images d'un caméraman. Les commentaires de Joseph Paltou, prononcés le 19 octobre, ont disparu. Mais selon les archives de la télévision, il a évoqué une répression violente, mais pas de mort. J'étais jeune journaliste, j'étais à France Inter, j'allais faire des commentaires à la télévision. Je disposais de quelques images qui ne donnaient pas la moindre idée de l'ampleur du drame et des explications d'un caméraman plus ou moins bien rédigé, je dois le dire. Vous n'aviez pas la possibilité d'enquêter, puis de toute manière, vous arriviez vers 11h30 au journal télévisé, et puis vous faisiez votre commentaire, et puis c'était tout. Ça devait passer à 13h, mais ça se faisait je ne veux pas dire dans la précipitation, mais enfin assez rapidement, et les enquêtes s'étaient réservées aux magazines, en tous les cas pas au journal télévisé. Par la suite, la presse, pourtant elle aussi censurée, va évoquer la répression. L'Express, France Observateur, Témoignages chrétiens feront par bribes le récit de ces journées noires. Mais à la télévision, toujours rien. Il n'y a rien eu, quoi. Il n'y a strictement rien eu dans la période qui a suivi. Il n'y a pas eu d'image, il n'y a rien eu sur ce qui s'était passé avec les Algériens. Il y a eu un blackout total. Le pouvoir a mis l'embargo totalement sur les images. Le gouvernement refusera toute enquête officielle. La télévision restant la télévision du pouvoir, il faudra attendre 20 ans pour que cette page sanglante de la guerre d'Algérie soit abordée. Décembre 1963.
le général de Gaulle inaugure la Maison de la Radio, nouveau centre névralgique de la RTF. À cette occasion, il précise ce que doit être une télévision d'État. L'idée que nous nous faisons de la France et l'idée que s'en font les autres dépendent maintenant dans une large mesure de ce qui est à partir d'ici donné à voir, à entendre, à comprendre et qui frappe au même instant une innombrable multitude. Le progrès. Aux côtés du général Alain Peyrefitte, son ministre de l'Information. Ce jeune normalien va façonner la télévision gaulienne. Ce personnage, Alain Peyrefitte, dans la mémoire collective de la télévision, des journalistes de l'époque, c'est le grand censeur. Incontestablement, il a une tentation autoritaire très forte. Il a envie de savoir, il a envie de contrôler. Alain Peyrefitte ne peut plus invoquer la censure de guerre. Il va donc mettre sur pied ce qui sera considéré comme le plus grand organisme de censure, un service de liaison interministérielle de l'information, le SLI. Il a ses bureaux rue de Varennes, à 2 pas de Matignon. Représentant le ministère des Affaires étrangères, Pierre Hintz y a passé 2 ans. Il a été surnommé le censeur pour l'échafaud. M. Peyrefitte est un homme séduisant et ambitieux. À une époque où quand même le général de Gaulle souhaitait une meilleure emprise sur l'information publique, il a pu obtenir des moyens et son idée c'était de créer une coordination interministérielle. Peyrefitte l'ambitieux veut centraliser les consignes gouvernementales. La censure devient administrative. Les ministres ne téléphoneront plus directement aux responsables de la télévision. Le SLI sera le seul canal d'intervention auprès de la RTF. C'est-à-dire que les représentants des ministères disaient ce qu'il y avait dans l'agenda de leur ministre. Et le directeur du SLI, ou le ministre de l'Information, il le présidait quand même assez souvent, disait ce que, au niveau du gouvernement, ou des orientations qu'il avait, comment les choses pouvaient être harmonisées, et qui pouvait intervenir à quel moment, comment faire émerger, donner une priorité à une information, une décision de l'État plutôt qu'à une autre. Les souhaits du ministre de l'Information sont ensuite transmis à la rédaction. Les journalistes n'ont plus qu'à se fondre dans le moule. La conférence de rédaction du matin, pour la préparation du 20h, se faisait entre journalistes. Mais il y avait eu des contacts qui avaient été pris avant, bien entendu, entre la direction, la hiérarchie, la direction de l'information et le SLI et le ministère de l'Information. Donc il y avait un cadrage qui était préétabli quand on venait pour faire le conducteur. Peyrefitte contrôle ainsi ce qui émane du gouvernement. Mais pour être sûr que la bonne parole soit entendue, il installe des hommes de confiance au poste clé de la RTF. Édouard Sablier, un fidèle du général, est nommé directeur de l'information. Le général trouvait que la télévision n'allait pas du tout et qu'il voulait qu'on nomme un vrai journaliste à la tête de la télévision. Il me connaissait alors parce que j'avais été dans la France Libre, donc il connaissait mes capacités morales et d'homme. Et en aucune façon, il ne tenait à être le censeur de la télévision. Donc pour ne pas être le censeur, il préférait avoir des gens en qui il avait confiance et qui se censuraient eux-mêmes quand ils estimaient que c'était l'intérêt du pays. C'est ce qui m'a amené à la télévision. Chaque matin, Édouard Sablier va écouter les comptes rendus ministériels. Et pour lui, le SLI, c'est une bénédiction. Qu'est-ce que veut un journaliste? C'est de l'information. D'où peut-il obtenir de l'information? Au plus haut possible, au niveau de départ si possible. Par conséquent, quand c'est un fait de politique, il aimerait bien le savoir de la bouche du ministre. Tous les matins, j'entrais dans une pièce où il y avait 15 ou 20 personnes, selon le nombre de ministres qu'il y avait à l'époque, et chacun représentait vraiment son ministre. J'étais donc le journaliste le plus renseigné de France, certainement. Et en plus, j'avais demandé au ministre un avantage, un privilège pratiquement, c'était d'avoir une ligne directe dans son bureau. Même pas avec ses secrétaires, mais directement sur son bureau. Ce qui fait que s'il se passait quelque chose d'insolite et que nous avions besoin d'éclaircissement, j'avais la réponse immédiate. Alors quand vous voyez ce qu'on dit du SLI, on vous explique que c'était un organisme qui venait dicter la loi aux journalistes, lui dire ce qu'il fallait dire, ne pas dire, etc.
Ça, c'est tout à fait ridicule. Je n'aurais jamais accepté d'avoir en face de moi un organisme qui me dicte mon métier de journaliste. Le raffinement du système Perfit, c'est justement qu'il n'y a plus besoin de donner d'ordre pour que la télévision soit la voix du gouvernement. Constatation. Moi, je ne parlerai pas de censure, hein. Je parlerai plutôt d'autocensure. C'est-à-dire que les responsables de l'information, à la radio et à la télévision, savaient jusqu'où ils pouvaient aller. Ils faisaient eux-mêmes leur ménage, en quelque sorte, hein. Alors le SLI, vous savez, il ne comptait pas énormément là-dedans. Tous nos patrons étaient des fidèles du pouvoir et ne s'en cachaient nullement d'ailleurs. Il était parfaitement clair qu'ils étaient gaullistes dans l'âme et approuvaient toutes les décisions gouvernementales. C'était admis par tous. On en arrivait donc pratiquement à une forme d'autocensure parce que on se disait tel sujet, c'est même pas la peine de le proposer, il passera pas. Mais en fait, soyons francs, il n'y avait pas rébellion organisée dans les rédactions à cette époque-là. On ne peut pas dire ça. C'est impossible. Il y a une réflexion de fond qui s'est faite et qui, encore une fois, a abouti à 68, mais elle a mis du temps à mûrir, à s'organiser, et à ce qu'à un moment donné, on s'aperçoive que c'était très difficile de continuer comme ça. L'édifice se fissure en 1965. C'est la première élection présidentielle au suffrage universel et 40% des Français ont la télévision. Ils vont découvrir qu'il existe autre chose que le gaullisme. Le général fait face notamment au centriste Jean Le Canuet et au socialiste François Mitterrand. Oui, ce dialogue qui commence aujourd'hui entre nous, je l'espérais depuis longtemps. Je suis candidat contre le général de Gaulle, contre lui seul, car lui seul compte, à droite. La campagne de 65, ça a été une sorte de coup de tonnerre, parce qu'on était habitué à ce que les gens vous disent ce qui était bon de penser dans l'esprit d'un gouvernement qui pensait détenir au fond toute légitimité. Alors la contradiction, l'opposition n'était pas apparue. En 65, elle est apparue, hein, et le goût s'en est développé. Le général de Gaulle se fait certainement de la France une idée respectable. Mais il oublie le plus souvent de s'occuper des Français. Mais là où ça s'est corsé, si on peut dire, c'est que aussi bien François Mitterrand que Le Canuet arrivaient dans une atmosphère hostile à la télévision à Cognac-Jay, puisqu'il n'y était jamais venu avant. Pour François Mitterrand, il a eu pendant très longtemps peur de la télévision, vient de cette époque-là où il m'a toujours dit l'atmosphère était sinistre. Malgré le mauvais traitement infligé à l'opposition, la campagne tourne au désavantage du président. Premier responsable, De Gaulle lui-même, qui refuse de descendre dans l'arène. Michel Bongrand, conseil en communication politique, propose alors ses services au général. Tout le monde était enthousiasmé à l'Élysée. On m'a dit réponse à quinzaine. Au bout de 15 jours, on m'a dit le général de Gaulle n'a pas besoin de campagne. Le général de Gaulle ne veut pas de campagne. Le général de Gaulle pensait qu'il en avait assez fait. Il avait été l'homme du 18 juin 40, il avait été l'homme de la Libération, il avait rendu la République aux Français. Bon, par conséquent, le général de Gaulle pensait simplement que pour service rendu, il n'avait pas à faire campagne. Donc il n'utilise pas ces 2 heures. Il utilise beaucoup moins, et en plus, l'image, on la voit encore en archive, est pas bonne. Il y a visiblement un pataquès technique, il a l'air pâteux, il est un peu blafard. Et c'est pourquoi m'apparaissent comme d'autant plus outrecuidantes les leçons que prétendent donner des candidats qui, quoi qu'ils disent, ne s'inspirent que du régime d'antan. Bongrand, débouté par De Gaulle, offre ses services à Jean Le Canuet. Je suis Jean Le Canuet. J'ai 45 ans. C'est l'âge des responsables des grandes nations modernes. Surnommé le Kennedy français, jouant sur la modernité, le changement, Le Canuet sera la surprise de cette élection. Et que l'avenir, c'est l'affaire de notre génération. Quand Madame Michu allumait son récepteur dans sa cuisine et qu'elle voyait ce beau garçon d'un côté et d'un autre côté qu'elle voyait le général de Gaulle qui avait déjà 75 ans, je vous rappelle, en 65, elle se disait, il est pas mal ce petit jeune. Et alors, la fée du logis, la femme.
La femme prend une importance de plus en plus grande dans la société. Elle a droit et elle acquiert, et je m'en réjouis de plus en plus, l'égalité. Et tout ce qui peut assurer sa libération doit être accompli. Madame Michu dira, il a de beaux yeux ce type, et elle votera pour lui. Au premier tour, Jean Le Canuet remportera 16% des suffrages. De Gaulle est mis en ballottage. À l'ORTF, c'est la panique. J'ai la surprise de voir dans les couloirs de la télévision des journalistes pleurant parce que leur héros a été mis dans cette situation considérée comme infamante. Alain Perfit et le directeur de l'information Édouard Sablier proposent au général de Gaulle une série d'entretiens enregistrés avec Michel Droit, journaliste faussement insolent et vraiment gaulliste. Question, mon général, est-ce que vous êtes européen ou non? Du moment que je suis français, je suis européen. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien. Les entretiens sont un succès. Le général de Gaulle est réélu au deuxième tour. Mais cette campagne signe la fin de la toute-puissance du général sur la télévision. Nous avons la nôtre, les Allemands ont la leur, les Anglais... Ce qui paraissait une sorte de miracle télévisuel, la télégénie du général, le mot a été créé à ce moment-là en France, et on l'a appliqué tout de suite à de Gaulle. Ce miracle résultait aussi du monopole. Il n'y avait pas de point de comparaison. Qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est extraordinaire? Oui, mais il n'y a pas de concurrence. À partir du moment où il y a eu le Canuet notamment, et même Mitterrand, on s'est dit il y en a d'autres. De Gaulle a gagné, mais il a vacillé. L'opposition peu à peu se fait une place sur le petit écran et donc existe pour la majorité des Français. Mais la télé n'est pas encore le reflet exact de la société. Il reste un sujet délicat, les conflits sociaux. Depuis toujours, ils gênent. On les relègue en fin de journal ou, plus simplement, on les passe à la trappe. Les conflits sociaux n'ont pas été évoqués véritablement jusqu'en 68, parce que je crois qu'on pensait que les représenter contribuaient à une certaine agitation, par autodiscipline, peut-être plus que par directive. Il y avait une certaine j'étais expurgé en quelque sorte. Les grèves, si on prend le sujet des grèves, un sujet important. Aujourd'hui, les radios relaient ou la télé relaie les grèves dans la mesure où ils indiquent que c'est demain à 14h que va avoir lieu le défilé, etc. Dans cette radio et dans cette télé, il n'en était pas question. Ça, je donne toujours cet exemple. Un jour, il y a eu une grève ou un mouvement de protestation des producteurs de tomates. C'était à peine après mon arrivée. Et je vous assure que pendant les 3 ou 4 jours qui ont suivi, à toutes les émissions de télé, on a parlé des producteurs de tomates, les producteurs qui disaient ci, qui allaient à la mairie, qui voyaient ça, etc. C'est-à-dire qu'en France, l'actualité, c'était les producteurs de tomates et puis ensuite les relations avec les États-Unis et puis ensuite ceci. Alors là, j'ai été formel, j'ai tapé du poing sur la table, j'ai dit fini. Ce qui fait qu'on n'a plus parlé de la tomate. Les patrons du journal télévisé tapent du poing, les journalistes obtempèrent. Ils y gagnent un surnom, les gilets rayés, autrement dit les valets. Une fois encore, les journalistes essayent de montrer dans des magazines, comme 5 colonnes à la une, ce qu'ils ne peuvent pas dire au journal. Le 1er mai 1967, Marcel Trillat et Hubert Knapp tournent à Saint-Nazaire. Les chantiers navals sont en grève, la ville vit l'un des plus grands mouvements sociaux de son histoire. Il n'est pas une classe ouvrière forte, sans syndicat puissant, il faut que la puissance syndicale surpasse la puissance de la coalition des patrons et des gouvernants. Trillat et Knapp sont venus donner la parole aux grévistes. Depuis 2 mois, 3000 ouvriers ont posé leurs outils et ne touchent plus de salaire. Autour d'eux, la solidarité s'organise. Qui vous a soutenu encore? Moi, ce qui m'a soutenu, je vous dire sincèrement, c'est ma belle-sœur qui habite à Nantes, qui m'a envoyé l'autre jour un mandat de 20 000 francs. Je me dis que ça fait du bien. Et puis tout ça pour ses neveux. Et puis sa petite nièce. Surtout sa filleule. Surtout. De retour à Paris, Trillat et Knapp montent leur reportage.
Mais s'ils sont moins surveillés que le JT, les magazines d'information, eux aussi, ont affaire à la censure. Ici, pendant 2 mois. Avant la diffusion, un visionnage est organisé par les rédacteurs en chef Pierre Desgroupes et Pierre Dumayet. Un membre du SLI vient voir le film de Marcel Treillat. Arrive la projection. Et là, donc les patrons de l'émission et un type, un certain Forestier, qu'on me présente en me disant voilà, c'est le représentant du SLI. Et la projection commence. La société capitaliste dans laquelle nous vivons, je crois elle pourrait se résumer dans cette formule produis, consomme et tais-toi. Je crois que les travailleurs... Puis on entendait ce type du SLI qui bougonnait dans son coin, et puis tout d'un coup la lumière se fait, ça s'arrête, la lumière se fait, et il se met à éructer. C'est du mauvais cinéma de 1936. Alors on a un peu scié, quoi. Et là des gros grands seigneurs lui disent « Monsieur, vous êtes là pour dire si c'est de la bonne ou de la mauvaise politique. Faites votre métier, vous êtes payé pour ça. Quant à savoir si c'est du bon ou du mauvais cinéma, c'est à nous de le dire. » Bien envoyé quand même. Et la discussion commence. Et là, c'est très violent. Le Forestier du SLI s'énerve en disant que c'était pas objectif. Il y en avait que pour les ouvriers et les patrons. Alors bon, nous, on nous a envoyé faire l'ambiance dans les rues de Saint-Nazaire. Et malheureusement, si on avait rencontré un patron, on l'aurait interviewé, mais on n'en a pas rencontré. Faut y retourner. Oui, il faut y retourner. La grève est finie. Alors Dumayet mordit sa pipe, il dit on pourrait peut-être leur demander de se refoutre en grève. Et là j'ai vu la censure à l'œuvre, quoi. C'est brutal, sans explication, voilà, c'est comme ça passera pas. Le film ne sera jamais diffusé. Mais pour les responsables de l'émission, le SLI est un mal nécessaire. Et c'est avec philosophie que Pierre Dumayet se souvient de cette censure. On sait ce qu'on voudrait, on voudrait que ça n'existe pas. Ça existe. Bon, il faut bien en tenir compte. Ne pas fermer les yeux, foutre les gens à la porte. C'est pas considéré comme quelque chose de normal, mais dans la vie, il y a des tas de trucs qui sont pas normaux. Si vous avez un mauvais passage clouté à côté de chez vous, vous trouvez pas ça normal non plus. Vous le gardez, parce que c'est pas vous qui allez changer la place du feu rouge. Bon, c'est la même chose. C'est des problèmes de circulation, tout ça. Mais les revendications sociales enflent, à l'ORTF comme ailleurs. La presse et les députés de l'opposition s'attaquent au SLI. Il sera bientôt interdit d'interdire. Mai 68. Ces images d'affrontements entre étudiants et CRS, aujourd'hui, tout le monde les connaît. Elles sont devenues le symbole d'une jeunesse qui entrait en rébellion. Pourtant, au début du mois de mai, les dirigeants de la rédaction font tout pour qu'on n'évoque pas les manifestations et leur violence. À partir du moment où il y a eu des manifestations, notamment boulevard Saint-Michel, j'ai reçu l'ordre formel interdiction d'aller tourner. Qui vous a donné cet ordre? Jean-Louis Guillot, directeur de l'information, qui ne s'est jamais caché de ses opinions politiques et estimait que c'était des trublions sans aucun intérêt, sans aucune valeur politique quelconque, donc pas question de tourner. Il ne fallait pas mettre en évidence ce genre de manif qui ne pouvait que faire du prosélytisme et que provoquer d'autres manifs ailleurs, en province, etc. Donc il estimait qu'il valait mieux tout simplement ne pas en parler. Je revenais sans arrêt en conférence en disant « Regardez quand même ce qui se passe, il n'y a pas d'image, on pourrait au moins aller tourner ». Et à ce moment-là, j'ai reçu l'autorisation d'aller tourner, mais sans le son. Le rédacteur en chef adjoint, en général lui ou quelquefois Guillaume lui-même, venait au montage et sabrait dans la pellicule, c'est-à-dire en gros, si les étudiants lançaient des cailloux, on pouvait le montrer, mais si les flics attaquaient de l'autre côté à coups de matraque, alors ça on ne le montrait pas. Monsieur le ministre. Nous sommes le 6 mai.
Depuis 3 jours, il y a des barricades sur le boulevard Saint-Michel. On ne donne pas la parole aux étudiants dans le journal, mais on peut entendre Yves Mourouzi interroger Alain Peyrefitte, devenu ministre de l'Éducation. Il y a deux sortes d'étudiants qui sont impliqués dans ces manifestations. Il y a d'abord des agitateurs qui sont organisés, qui connaissent parfaitement la technique de la guérilla urbaine, qui arrivent avec des armes. Ça, ce sont les agitateurs et les organisateurs. Et puis, il y a les étudiants qui font corps avec les premiers par solidarité. C'est un phénomène qui a été de tous les temps. D'ailleurs, quand un jeune voit un autre jeune aux prises avec un agent de police, automatiquement il se met du côté du jeune. C'est une sorte de solidarité instinctive qui est aussi naturelle que la solidarité de race. Dans la nuit du 10 au 11 mai, étudiants et CRS s'affrontent sur les boulevards. On voit des images, mais on n'entend toujours rien. Et surtout pas les motivations des étudiants. Jean-Louis Guillot surveille de près les présentateurs du journal télévisé. Jean-Pierre Chapelle, qui présente le journal de 23 heures, n'a plus d'accès direct aux dépêches des agences de presse. La direction les lui transmet avec en marge ses instructions. Ces dépêches, Jean-Pierre Chapelle les a conservées. L'alimentation en gaz et en électricité pour demain lundi, oui. Et le transport de remplacement dans la région parisienne, oui. Les syndicats indépendants qui demandent à leurs militants de ne pas faire grève, oui. Et le reste à l'avenant, la grève du Festival de Cannes, pas question. L'itinéraire de la manifestation de lundi, non. Le 13 mai, les techniciens et personnels administratifs de l'ORTF se joignent à la grève nationale. Où en est-on Mais les journalistes restent à leur poste. Le JT continue, faisant la part belle au gouvernement. Qui vont avoir lieu, quels sont ceux qui n'auront pas lieu. Un communiqué du gouvernement est paru il y a environ une demi-heure, en présence de diverses tentatives annoncées ou amorcées par des groupes d'extrémistes. Un autre communiqué du gouvernement déclare ceci au cours de son intervention à l'Assemblée nationale l'autre jour. Autre communiqué, celui-ci du ministère de l'Éducation nationale au sujet des examens. À Craiova, c'est un avion de la Tarom. Fidèle aux bonnes habitudes, Léon Zitrone nous propose ensuite de rejoindre le général de Gaulle en Roumanie. Madame de Gaulle, Monsieur Couve de Murville et le président Ceausescu et son épouse. Nous allons maintenant en revenir aux problèmes étudiants. Nous sommes le 16 mai. Léon Zitrone va enfin donner la parole au leader du mouvement étudiant. À vous l'antenne. Eh bien, nous y voici, vous y voici. Il aura donc fallu plus de 10 jours pour que Daniel Cohn-Bendit puisse s'expliquer. Du mouvement du 22 mars. Première chose, c'est que pour l'instant, ce n'est pas nous qui avons emmené les étudiants, mais le gouvernement qui a amené les étudiants à faire ce qu'ils ont fait. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous comptons effectivement non pas établir un programme, mais poser nos grandes lignes de la contestation et continuer à poser des problèmes précis et non des problèmes généraux. La direction a lâché un peu de lest, mais le 23 mai, le gouvernement interdit une tribune avec l'opposition. Les journalistes invoquent la liberté de l'information et rejoignent la grève. Mais pendant toute la durée des événements, le JT ne s'est pas arrêté. Une poignée d'irréductibles, réunis autour d'Édouard Sablier, a fait ce qu'on a appelé le JT des jaunes, diffusé certains soirs depuis un studio bunker caché sous le pilier nord de la Tour Eiffel. Je voudrais tout d'abord vous parler de la nouvelle la plus importante de la journée, c'est-à-dire la composition du nouveau gouvernement que vient de former M. Georges Pompidou. Et nous avons continué vraiment à faire notre boulot comme si rien n'était, à 25. C'est-à-dire qu'on a fait tous les jours un journal du soir à 25 personnes. Et dans les 25, il n'y avait pas 25 journalistes. Des journalistes, des secrétaires, des chauffeurs, des électriciens, il y avait tout. Nous étions 25 pour faire la télévision d'État. Plusieurs sociétés pétrolières ont pu faire reprendre ce matin les expéditions de carburant vers les stations-service. Il semblerait donc que l'on entre dans une période de retour progressive à la normale. À Strasbourg, le service est redevenu quasi normal. À Montpellier, la liberté du travail est assurée depuis le début de la matinée. Les épreuves du baccalauréat auront lieu en France métropolitaine après le 20 juin.
À ma connaissance, il n'y a pas eu du tout de sujet rejeté ou interdit. Il est possible que j'ai fait ma propre censure, comme nous étions en période de combat. Il y avait une grève générale, il y avait des affrontements, il y avait la police, il y avait des barricades. J'avais mon mot à dire. Ça on le passe pas. Mais aucune instruction venue de l'extérieur. Juin 68, la France reprend le travail. Mais l'ORTF continue sa grève. Exaspéré, De Gaulle demande que l'on emploie au journal télévisé que des éléments sûrs et que l'on mette les trublions à la porte. Les meneurs du mouvement, les grandes figures de la télévision, sont renvoyés ou éloignés. Comment oublier ça? C'est-à-dire que quand la grève se termine, on est tous convoqués 15 par 15 au JT. Et là, le directeur de l'information nous reçoit dans une petite salle, et Jean-Louis Guillot. Et je me souviens toujours, il marchait dans les travées, comme ça, en nous regardant, les uns après les autres, et sans rien dire. Et au bout de, très théâtral, au bout d'une minute, il nous dit « Je vous ai beaucoup attendu ». Ah oui, mais la réception a été terrible. 67 statutaires licenciés, plus une liste noire pour les pigistes, avec interdiction à tous les producteurs de la télévision de les embaucher. Ça fait une centaine de licenciés. Pendant un an, c'est la reprise en main. Il ne reste que les fidèles des fidèles et un journal télévisé aseptisé. Mais la grève de 68 aura ouvert une brèche essentielle. Mais 68 change beaucoup de choses à la télévision. On a goûté à la liberté, il y a une ivresse. Il y a des journalistes qui sont licenciés, mais malgré tout, presque tout le monde a fait grève. Et le pouvoir a vacillé. Donc je pense que ça, c'est capital. C'est-à-dire que pour le pouvoir, c'est important parce qu'on se méfie 10 fois plus des journalistes. Donc dans un premier temps, ça entraîne une reprise en main. Mais ça prépare aussi le renouveau. Ça prépare le moment où les journalistes vont se dire on peut prendre la parole dès que l'occasion nous en sera donnée.